Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter l'observatoire de Moulay-au-Lait, mais en fait il fait partie d'un service national d'observation qui est sur 3 pays. Le Nyong, alors, au Cameroun d'abord, et ça ce sont des bassins emboîtés qui ont été installés en 1994. Et l'idée c'était de comprendre les flux d'altération en contexte tropical humide, donc des forêts. Ensuite, en fait, cet observatoire est la fusion lui-même de 2 services d'observation. Un autre qui était dédié à l'érosion et qui a été installé en 2000, qui était réparti sur 3 pays en Asie du Sud-Est. Et enfin, en 2003, plutôt à l'initiative de Claude Allègre, qui a voulu développer des cellules franco-indiennes de recherche en sciences de l'eau. Donc il y en a eu avec le BRGM, avec l'IRD, avec des universités. Et ben, ça a été l'occasion de monter un autre observatoire, mais cette fois-ci non pas en forêt tropicale sèche, en forêt tropicale humide, mais en forêt tropicale sèche, parce que les forêts tropicales sèches comptent pour à peu près 1/3 de la surface des forêts tropicales. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux forêts tropicales? Ce sont des zones qui subissent des changements extrêmement rapides, d'abord parce qu'il y a une forte densité de population dans un certain nombre de ces pays, donc une activité humaine, un développement, et le développement s'accompagne d'une activité, d'un impact sur les écosystèmes, et c'est aussi une zone qui est alimentée par la mousson, et la mousson est sensible au changement climatique. Du point de vue géochimique, ce sont des zones avec une température agréable, beaucoup de pluie en général, et les rivières tropicales comptent pour l'essentiel des flux à l'océan. Donc l'objectif en fait de ces bassins-là, c'est d'étudier, de faire des bilans. Enfin, l'objectif initial était de faire des bilans en fait d'altération, de consommation de CO2. Mais je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Donc pour ce qui concerne l'Inde, en fait, d'abord, l'Inde est composée pour l'essentiel de la péninsule que vous voyez ici, de ce qu'on appelle des hard rocks aquifères, c'est-à-dire ces aquifères fracturés. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, vous en avez déjà vu. Et comme vous le savez, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé au monde, donc c'est plus de 20% de la population mondiale. Mais en fait, il ne reçoit que 4% de la ressource en eau. Voilà. Et l'essentiel de cette ressource, en fait, est utilisé comme irrigation, mais par des nappes. C'est-à-dire qu'actuellement, en Inde, environ les 2/3 du débit du Gange, ou l'équivalent des 2/3 du débit du Gange, sont pompés par des millions de petites pompes sur toute la péninsule ici. Voilà. Et c'est l'électricité qui est utilisée pour ces pompes est gratuite, et l'électricité consomme 1/3 de l'électricité du pays. Voilà. Donc là, vous avez, quand on parle de nexus énergie, nourriture, et des ressources, enfin en eau, vous l'avez là exactement en Inde. Vous avez ici quelques photos d'illustration de nos bassins versants, donc la partie cultivée. Et ici, vous voyez, c'est un bassin, un puits large qui était sec et qui a été approfondi au cours du temps. Donc je vais vous raconter une brève histoire de l'agriculture en Inde. Jusqu'au 19e siècle, en fait, l'essentiel de l'agriculture était donc pluviale. Et puis avec également des systèmes de retenue. Et ça, c'est le système de retenue d'eau. Donc une digue, en fait, on coupe le cours d'eau, on met une digue, et il y avait de l'irrigation passive, en fait, à l'aval du cours d'eau. Et puis, à partir des années 1830 jusqu'aux années 80, il y a eu ce qui s'appelle le développement de l'irrigation majeure, c'est-à-dire la construction de barrages, et avec des systèmes de chenaux, de canaux, qui alimentent en fait ce qu'on appelle une command area, c'est-à-dire toute une zone à l'aval du barrage pour faire de l'irrigation, mais là c'est de l'irrigation pour la culture intensive, et souvent ce qu'on appelle du cash crop. Donc à partir des années 70-90, il a fallu nourrir la population. La préoccupation du gouvernement, c'était d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Il y a eu pour cela la révolution verte, en fait, qui a été basée sur la sélection de cultures à fort rendement et également sur un accroissement des intrants, en fait, ici en azote, par exemple, en NPK, et également au cours du temps, et en particulier depuis 30 ans, avec l'invention des pompes immergées, l'utilisation progressive des nappes comme ressource en eau. Et ça, donc, cette irrigation par les nappes s'appelait la minor irrigation, mais depuis environ 10 ans, cette minor irrigation est devenue supérieure à celle de l'irrigation par les eaux de surface. Un autre problème, c'est que depuis environ les années 2000, on aperçoit ici une stagnation des rendements.
Et donc l'Inde fait face de nouveau à une sorte de crise, c'est-à-dire que sa population n'a pas arrêté d'augmenter au cours du temps sans réel contrôle. Et par contre, eh bien, les surfaces, l'essentiel des surfaces cultivées est à peu près à son potentiel maximum, mais les rendements commencent à stagner. Donc l'Inde se retrouve face à une sorte de crise en fait, et cette crise elle est aggravée par une crise de l'eau qui s'est développée au fur et à mesure avec le pompage massif des nappes. Donc au début en fait, il y avait les gens pompaient, donc s'ils pompaient éventuellement, ils avaient un système dans les années 50 où ils prélevaient avec des norias, donc en fait c'était des bœufs qui tournaient et puis un système assez mécanique, dans des puits larges. Et puis avec l'invention des pompes à eau, mais émergées, donc à la surface, eh ben, ils ont agrandi leurs puits, ils les ont légèrement approfondis. Donc à cette époque-là, l'eau était encore suffisamment superficielle pour en fait se recharger chaque année. Donc on vidait, on avait un gros volume d'eau, à peu près comme la pièce, et puis on descendait, ça se rechargeait avec la mousson suivante. Et puis avec les pompes, cette fois-ci immergées, on a installé des pompes en fait au fond des puits. Donc là, la réserve en eau, eh ben, c'est avant tout le tube en fait du forage. Voilà. Et la profondeur de forage, eh ben, en fait, augmente au cours du temps. Et quand un fermier demande un forage, eh ben, le coût est directement proportionnel à la profondeur. Donc c'est un investissement qui est pour sa poche, et le gouvernement indien n'a aucun contrôle, et n'en cherche pas, sur le creusement des puits. Donc on ne sait à l'heure actuelle pas combien de dizaines de millions de puits pompés il y a en Inde. Alors, on l'estime à peu près à travers la consommation d'électricité, mais c'est très vague parce qu'en fait, comme les gens creusent de plus en plus profond, ils utilisent des pompes de plus en plus puissantes. Voilà. Donc l'électricité est un marqueur imparfait. Ah. Alors là, tu vois, ici, il y a un diagramme, là, on est dans les années 2000, ils disent donc 130 à 400 feet. 400 feet, ça fait un peu plus de 100 mètres. Moi, il y a des fermiers qui m'ont parlé il y a un an, ils parlent de creuser à 1000 pieds, c'est-à-dire plus de 300 mètres. En s'imaginant, alors, bon, ça, c'est une folie pour plein de raisons, parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi par la suite, mais en gros, le système d'aquifère fracturé, l'eau en fait, est dans des fractures. Ces fractures sont générées par la décompression de la roche lorsqu'elle arrive à la surface. Hein. Quand c'est des roches silicatées, eh ben, elles ont été formées en profondeur. Quand elles arrivent en surface, elles éclatent. Vous avez des réseaux de fractures qui sont subhorizontaux comme ça, qui représentent un très petit volume en fait disponible. Mais cette densité de fractures, elle décroît avec la profondeur. Hein, comme vous l'avez ici. Voyez, donc vous avez un réseau de fractures et puis tout d'un coup, les fractures sont plus connectées. Donc creuser au-delà de 100 mètres, en gros, n'a pas grand sens. Mais les gens comptent toujours tomber, et ça peut arriver des fois. Statistiquement, vous avez une toute petite chance de tomber sur une fracture qui peut vous donner de l'eau à très grande profondeur. Mais c'est très rare. En attendant, les gens vont tous creuser, c'est-à-dire ils vont organiser des puits, parce qu'il faut imaginer que vous avez un aquifère fracturé, donc je vais vous expliquer un petit peu la structure, mais avec une zone poreuse au-dessus, et finalement quand vous creusez comme ça un puits, vous faites des trous. Et donc l'eau tourne dans des trous. Et donc si les gens se mettent en fait à faire des trous de 300 mètres un peu partout, parce que vous allez voir, il y a une densité assez dingue, enfin je ne vais pas vous le montrer parce que c'est moulé au lait, mais en fait, vous créez des trous, vous utilisez plus d'énergie pour pomper la même eau qui arrive en surface. Donc en fait, on va dans le mur. Voilà. Alors je voulais vous parler, je vais vous parler de l'observatoire de moulé au lait aujourd'hui, et manque de bol, ce n'est pas lié à l'agriculture, mais c'est un peu pour ça qu'on l'a étudié quand même, parce que en fait, la question 2003 était d'étudier l'intensité de l'altération et la consommation de CO2 associée à l'altération des silicates en contexte tropical subhumide et comparaison d'un bassin versant préservé et un bassin versant anthropisé. Donc anthropisé, c'était celui qui était soumis avec de l'agriculture irriguée. Donc c'était la justification, on voulait comparer un peu le cycle et les bilans d'eau et les bilans géochimiques dans ces deux bassins. Alors vous voyez qu'on utilisait, j'ai repris à peu près la formulation de l'époque, c'est-à-dire que bassin versant préservé, en gros on se foutait de savoir que c'était une forêt. Okay, et anthropisé, on se foutait de savoir ce que les gens faisaient dessus. C'était de l'agriculture, mais en fait on n'avait pas de compétences en agriculture. C'était une forêt, mais en fait on n'avait pas de compétences en écologie. D'accord, c'était une vocation en fait géochimique et hydrologique. Vous voyez, on n'était pas conscient de ça à l'époque. C'était avant la zone critique. Oui, alors après il y avait une histoire interne à l'IRD, c'est-à-dire que le directeur général de l'IRD de l'époque, enfin le précédent, était parti diriger l'Institut français de Pondichéry. Il avait dit, moi je prends l'écologie et je vous laisse la géochimie et l'hydrologie.
Voilà. Et donc, vous avez affaire aussi à des circonstances, des fois. Et puis, quand vous êtes en Inde, et l'Inde n'a pas une très bonne réputation, des fois, vous avez beaucoup de mal à tirer des gens dans toutes sortes de disciplines. Et donc, monter le bassin versant était compliqué, mais je vais vous expliquer ça. Et donc, la question en 2003, c'est devenu un peu comment l'écosystème et l'agrosystème fonctionnent et s'adaptent aux changements globaux. Vous voyez, on a considérablement élargi la question. Voilà. Donc, le bassin de Moulaoulé, il fait 4 km². Il est en fait situé dans une rivière, au sein d'une rivière ici, qui s'appelle la rivière Kabini. Et vous voyez, il y a des lignes pointillées ici. C'est un gradient en fait de pluviosité parce qu'on est le long des Ghats. Donc c'est une chaîne qui se trouve sur la côte ouest indienne, en fait, qui reçoit énormément de pluie. Donc dans la partie qui arrête les nuages, vraiment là, il y a une barrière orographique assez importante. Okay, donc il pleut dans certains coins jusqu'à 10 mètres d'eau par an. Et puis en fait, un gradient très très fort. Donc un déclin des pluies en fait, vers des conditions semi-arides. Et en fait, l'Inde a créé dans la zone de transition, ici, donc entre 900 et 1500 mm à peu près, des réserves naturelles, des sanctuaires, pour essayer de préserver sa biodiversité, et en l'occurrence surtout le tigre. Voilà. Donc là, le bassin de Moulaoulé, il est dans un climat subhumide. Il est caractérisé, comme je vais vous le montrer, par des surfaces, ah bah non, je vous le montrerai après, des flux de surface très éphémères, et puis un régolithe qu'on va essayer d'étudier en détail. Voilà. Alors, on a une petite contrainte à Moulaoulé. Donc, voici, c'est une forêt, vous voyez, donc en mousson, elle est assez verte, et puis on a surtout, vous voyez, une végétation basse importante. Il y a ce qui s'appelle des herbes à éléphants. Puis, entre-temps, depuis 10-15 ans, il y a aussi des espèces invasives qui se sont installées et qui ont vraiment fait beaucoup de dégâts, justement, au détriment des grands herbivores, parce que l'herbe à éléphant ne pousse pas sous le lantana ou le chromolena. Et puis, en saison sèche, la forêt se met au repos, et pendant plusieurs mois dans l'année. Vous voyez, en gros, de janvier jusqu'à avril. Donc avril-mai, et c'est un des paradoxes des forêts tropicales, c'est-à-dire qu'en avril-mai, il fait encore très chaud, les conditions sont très sèches, mais les arbres font de nouvelles feuilles. En fait. Alors, on a un petit souci à Moulaoulé, c'est que c'est une réserve, donc c'est vachement bien, mais il y a des éléphants, et les éléphants, ils sont très territoriaux, ils n'aiment pas quand on installe des instruments. Et on a eu beaucoup de problèmes au départ pour qu'ils finissent par accepter. On les a eu un petit peu à l'usure. Mais ça nous a coûté cher parce que, bon, en fait, un éléphant est capable d'ouvrir un piézo, de sortir l'instrument et de l'écraser ou de l'envoyer, de le jeter très loin. Vous voyez, bon. Également, bon, il y a des cervidés qui broutent, il y a des ours. Les ours font aussi des dégâts. Les singes aiment bien jouer avec des petits dispositifs. Donc, en fait, on ne peut pas instrumenter le site comme on le souhaiterait. Et puis, bien sûr, il faut avoir une oreille attentive et une bonne ouïe, et puis surveiller les cris d'alarme, parce qu'il y a aussi également quelques prédateurs, donc bon, des léopards, et puis le patron du coin, qui est le tigre. Voilà. Donc, c'est celui qu'on souhaite voir, mais qu'on ne souhaite pas rencontrer. Et celui-là, c'est un monstre, c'est une photo que j'ai prise, enfin, qui a presque 10 ans, donc peut-être qu'il est mort maintenant, parce que vous voyez, c'est un mâle adulte, en pleine santé, et un tigre, il y a environ une douzaine d'années. Et celui-là fait au moins 200 kg. Voilà. Donc ça a une tête comme ça, c'est un monstre de puissance. En fait, Moulaoulé, donc comme je vous le dis, c'est quelque chose qui a été installé en 2003. Et en fait, l'IRD a réussi à envoyer plusieurs personnes, en fait, lorsque la cellule franco-indienne a été créée, dans des disciplines très différentes. Et notamment, il y avait des géophysiciens, des hydrologues, un géochimiste, un pédologue et des modélisateurs. Et tous ces gens-là ont travaillé sur le même objet en même temps, se sont mis à la tâche, sur un objet qu'ils ne connaissaient pas. Et Moulaoulé a été choisi dans une forêt comme ça, parce qu'en fait, il y avait des géomorphologues auparavant qui avaient étudié la région, et l'intérêt de Moulaoulé est qu'on peut faire le tour, il y a une piste en fait qui fait le tour de la crête du bassin versant. Donc on avait une zone quand même relativement accessible, bien que ce soit un sanctuaire. Alors, quand je dis un sanctuaire, c'est-à-dire que c'est le long d'une route, mais pour lesquels les gens locaux n'ont pas le droit de s'arrêter, pas le droit de prendre de photos, pas le droit de pique-niquer. Vous voyez ? Et moi, je suis piéton et je pique-nique dans cette forêt. Donc, c'est un privilège énorme. Voilà. Donc, on a installé le bassin versant. Donc, on a commencé les suivis en 2003. Donc, avec les suivis météo, je pense que vous ne voyez pas au fond. Et puis ensuite, on a installé un exutoire bétonné et puis on a creusé des piézos en 2003-2004. Et puis, on a commencé à faire tout de suite des suivis de géochimie.
Voilà. Et on a eu d'abord une grosse phase de caractérisation sur les sols, ce qu'on appelle le régolithe, la couverture altérée, je vais vous détailler ça, et puis également les propriétés des aquifères, une carte de la végétation grâce aux gens de Pondichéry. Et puis après, on a commencé à regarder, et je vais vous expliquer ça également, de plus en plus en détail, en fait, comment le bassin fonctionne. Et c'est un petit peu ce que je vous raconte là, c'est-à-dire d'abord des bilans d'eau, un petit peu à l'état stationnaire, des bilans géochimiques de plus en plus sophistiqués, des fois des conditions paléoclimatiques, mais ça je ne vais pas vous en parler, c'est en datant des paléocarbonates en fait. Et puis commencer à étudier la dynamique de la végétation et puis voir même de l'écologie des sols. Alors, les caractéristiques du bassin de Moule-au-Lait, donc c'est une forêt sèche décidue, avec une pluviométrie moyenne de 1200 mm, c'est-à-dire un peu moins qu'au Bure, même altitude, vous voyez, 850 mètres, c'est à peu près l'altitude d'ici, je crois. Une température moyenne agréable, 23 degrés, et une évapotranspiration potentielle de 1500 mm par an. D'accord? Évapotranspiration potentielle, c'est-à-dire que si on amène à la végétation en gros 1500 mm d'eau par an, elle pompe à peu près tout. Mais il ne pleut qu'en moyenne 1200. Et donc, vous arrivez dans une forêt, on vous dit vous allez mesurer les flux d'altération, et puis vous construisez un exutoire, et l'exutoire c'est ça. Là, le flux d'altération, je peux le mesurer très précisément, je sais qu'à l'heure actuelle c'est exactement 0. Vous voyez? Et donc 0 parce qu'on ne voit pas d'eau. Donc on est dans un système, ça fait encore rigoler des géochimistes de mon labo. Et que j'ai passé 12 ans en Inde pour étudier un ruisseau qui ne coule pas. Et donc, bon, vous allez voir que l'eau se cache, en fait, tout est compliqué à Moule-au-Lait. Voilà. C'est un peu l'Inde. Et donc, on a caractérisé le bassin donc de différentes façons. Est-ce que je vais vous montrer ça? Voilà, oui, donc là où passe l'eau, bon, ça c'est bon. Voilà, donc les suivis géochimiques. Tout d'abord, donc la station météo. Donc là, on a installé au niveau d'un checkpost, donc légèrement à l'écart du bassin, parce qu'en fait, on devait le mettre dans une zone qui était dégagée. Et en fait, on l'a mis à la station forestière. Donc là où on a des gardes forestiers qui peuvent garder, éventuellement faire des prélèvements eux-mêmes, ont un petit pluviomètre cumulatif ici. On a un réseau de piézomètres, vous voyez, qui est suivi ici. Les chiffres en rouge sont ceux qui sont instrumentés. C'est-à-dire on a des sondes, ils sont plus réactifs que les autres. Donc pour suivre cette réactivité, on a mis des sondes de pression dedans, des divers. Voilà. Et puis il y en a quelques-uns qui le sont un petit peu moins à l'intérieur de la forêt. Et puis sur les bords, ici, vous voyez, en bordure de bassin. Donc ce qu'on appelle P5, P6, et je vous en parlais assez longuement. Donc les piézomètres, vous voyez, ils sont au ras du sol. On a dû les couper et puis mettre des vis pour éviter que les éléphants nous les abîment. Et puis à l'exutoire, comme je vous ai montré un ruisseau sec, en fait ce ruisseau il coule mais que par ce qu'on appelle des crues éclairs, c'est-à-dire des crues qui vont durer quelques heures, éventuellement quelques jours, et pour la première fois depuis 20 ans, en octobre-novembre dernier, 2 mois d'affilée. C'est aussi ça le changement climatique. Voilà. Donc on a un préleveur automatique et on récupère 24 bouteilles d'1 litre. Pourquoi 1 litre? Parce qu'on essaye de mesurer aussi les flux d'érosion. Donc c'est plus facile pour les quantifier. Et on s'est lancé dans de la caractérisation. Donc tout d'abord de la topographie, la végétation, comme je vous l'ai dit. On a identifié la lithologie. Alors pas de bol, la lithologie dans le coin c'est essentiellement du gneiss, mais on est près d'une grosse zone, en fait une grosse suture entre 2 petites plaques continentales du sud de l'Inde et qui a été très métamorphisée. Donc on a des zones en fait avec des faciès schiste verts et ce qu'on appelle des amphibolites, qui ont une structure, en fait, une composition assez différente du gneiss. Donc, c'est du gneiss à 80%, je vais surtout vous parler du gneiss. Et en utilisant, en fait, de la conductivité électromagnétique, plus des suivis à l'intérieur, on a fait une carte des sols qui est relativement précise, en fait, où on a en fait, ce qu'on appelle les vertisols, donc c'est des sols noirs qui contiennent beaucoup de smectite, qui peuvent retenir de l'eau, et puis des sols qu'on dit rouges, des fer-al-sol, qui sont plutôt drainants. Et éventuellement, certains d'entre eux sont plutôt peu épais, et donc ça, ce sont des sols qui ont une végétation particulière, parce qu'en fait, ils sont plus sableux, et donc l'eau n'arrive pas à être retenue, et il y a une végétation adaptée spécifiquement dessus. Sur les amphibolites, on remarque aussi qu'on a ici, vous voyez, on a des sols noirs. Donc les sols noirs, ils sont soit en bas de versant, donc les vertisols, soit en sommet sur les amphibolites. Pourquoi? Parce que les smectites sont riches en calcium et magnésium, et l'amphibolite est riche en calcium et magnésium. Donc en fait, ces cations sont présents en fait, et peuvent générer des smectites.
Voilà, donc un aquifère fracturé, ça peut se représenter comme ça. Ça, c'est une vision qui date de 2006, qui était faite par nos collègues du BRGM qui travaillaient à Hyderabad. Et donc, vous avez en fait une zone avec des failles de décompression, mais comme le système, comme vous avez des plaques continentales saturées, vous avez aussi vous avez aussi des failles verticales parfois assez importantes. Et puis, une autre nappe qui navigue, qui est vraiment dans la zone fracturée et pas du tout dans la couverture d'altération superficielle, qui est beaucoup plus poreuse. Oui. Donc, on a cherché à caractériser dans notre bassin un petit peu quelle était en fait l'étendue de la couverture d'altération. Je crois que je ne commence plus à avoir de piles. Vous voyez, donc c'est-à-dire un peu l'étendue de la zone poreuse qui est ici. Et donc, je vais utiliser un certain nombre de termes. Donc pour qualifier le substratum, bon, tout d'abord, ce que j'appelle le sol, ce n'est pas au sens où un pédologue l'entend. Pour moi, c'est vraiment la partie superficielle qui est bioturbée. Voyez. Et ensuite, en dessous, il y a ce qu'on peut appeler, ce que les Américains appellent la saprolite, ou en France, l'altérite. Vous voyez, c'est une roche, donc la roche altérée, en fait, mais sans modification de la structure. C'est une altération, ce qu'on appelle isovolume. C'est-à-dire, voilà, il y a des éléments chimiques qui disparaissent, qui sont remplacés éventuellement par des argiles, mais ça se passe à volume constant. Et je vais vous en montrer des représentations. Et tout ça se passe sur une roche saine qui est fracturée, donc du gneiss précambrien. Et vous voyez que ce gneiss précambrien, donc c'est une roche sédimentaire, c'est ce qu'on appelle des métasédiments. C'est des sédiments en fait océaniques qui ont plus de 2 milliards d'années, mais dont la composition n'est pas homogène. C'est-à-dire vous avez des bancs qui sont riches en quartz et en plagioclaste sodique, et puis à côté de ça, vous avez des niveaux qui sont plus riches en biotite, en chlorite, éventuellement avec un peu d'amphibole. Vous voyez, donc vous avez, et ce pendage-là est quasi vertical. Donc vous avez une variabilité latérale, en fait, qui est parfois à très petite échelle. Donc, à quoi ressemble la zone superficielle? Donc, vous avez ici une couverture de sol. Alors là, c'est Madour, c'est un peu en dehors de Moulay-Olé. Vous voyez, vous avez un sol épais de 2-3 mètres. Et puis, le saprolite en dessous avec des fractures. Je l'ai mis parce qu'on voit bien des fractures subhorizontales qui traversent le saprolite. Et ici, par contre, ça, c'est Moulay-Olé. Voici Laurent Ruiz, l'hydrologue du coin. Et là, vous voyez le gneiss, même si il est altéré, on voit clairement qu'il y a des différences de composition. Et ce gneiss-là, en fait, il est plutôt meuble. Vous voyez ce couteau-là planté, vous pouvez découper comme vous voulez ce saprolite, au moins dans sa partie superficielle. Hein. Et vous voyez même que, en fait, c'est intéressant parce que vous voyez ce sol, donc là, on est en bas de versant, et en bas de versant, les sols, au temps géologique, ils ont tendance, en fait, à descendre, à migrer un petit peu. Et vous voyez, il y a une sorte de fluage, en fait, vous voyez ici, du saprolite, du toit du saprolite, qui se transforme en sol petit à petit. Donc, pour caractériser en fait le début de l'altération, et donc en fait la transformation, le passage de la roche mère au saprolite, il a fallu chercher des marqueurs géochimiques. Et on a trouvé que le plus sensible, c'était la perte au feu. Pourquoi la perte au feu? Quand on veut minéraliser un échantillon, on le chauffe d'abord, ça nous permet de savoir combien il y a d'eau dans l'échantillon qui est sec, donc l'eau des minéraux. Et cette eau-là, en fait, elle peut provenir des micas, donc chlorite, biotite et séricite, donc disons de la muscovite si vous voulez, mais qui est quasi inaltérable. Donc ça nous permet de définir une zone en fait de minéraux frais pour lesquels on peut avoir une perte en eau. Et puis tout ce qui est en dehors de cette zone fraîche, en fait, on peut considérer que c'est de l'altération, c'est un début d'altération. Même si on a très peu de pertes de cations, comme ces échantillons-là, on a une perte au feu significative, on a une transformation. Et quelle est cette transformation? En fait, c'est la transformation du minéral le plus soluble, la biotite, qui commence à s'hydrater. Et en s'hydratant, cette biotite, elle va gonfler. Et en gonflant, elle va faire éclater la roche. En fait, et c'est ce que vous voyez sur ce morceau de gneiss là. Vous voyez, donc il n'a pas l'air tout à fait frais, on voit bien qu'il y a des petites traces. Et en fait, j'ai reconstitué assez rapidement le réseau de cassures qui se produit. Vous voyez, il y en a dans à peu près tout l'échantillon. Et si on le regardait à la loupe, on le verrait à différentes échelles. Donc ça veut dire que l'eau peut circuler partout dans cet échantillon-là, ce qui favorise l'altération. Et ce qui favorise aussi l'export des éléments chimiques. Vous voyez. Contrairement, par exemple, à l'amphibolite. Alors donc ça, vous voyez, c'est une forte anisotropie. Hein. L'amphibolite, par contre, c'est un peu comme l'échantillon d'andésite montré par Jérôme en début de semaine. C'est beaucoup plus isotrope, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des minéraux qui sont globalement plus solubles, mais comme il n'y a pas vraiment de prise pour entrer à l'intérieur d'un bloc,
et en fait, l'altération, si vous voulez, l'eau circule très mal dans la zone altérée, et donc, là, ça provient du même endroit que le gneiss. Vous voyez ici que l'altération se fait très progressivement, et le cœur reste frais. Ça, c'est un échantillon de 5 cm de diamètre. Le cœur n'a pas bougé. Alors que le gneiss, l'échantillon d'à côté, est explosé. Donc, on a d'abord caractérisé donc, à l'échelle de l'échantillon, et puis ensuite dans les sondages qu'on avait fait pour les piézomètres, en fait, où étaient à peu près les zones qui étaient fraîches, qui étaient altérées. Et puis notre collègue géophysicien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des mesures dans les piézomètres in situ de résistivité électrique. Et on a trouvé qu'entre des indices, un indice d'altération ici qui s'appelle le Weathering Index of Parker et la résistivité, on avait une sorte de frontière à peu près à 400 mètres qui pouvait définir en fait ce que c'était qu'un gneiss frais et un gneiss altéré. Et ensuite, notre collègue géophysicien a fait des profils de résistivité 2D, donc il en a fait une quinzaine, on en a fait encore un ou deux autres depuis, voyez, et il a reporté cette limite de 400 mètres dans le paysage, et vous avez comme ça, en fait, une vision en fait, de l'évolution ou de l'hétérogénéité de la couverture d'altération dans le bassin versant. Et ça, c'est une information importante, parce qu'en fait, vous avez vu que le gneiss donc, altéré, ce saprolite, est très poreux. Donc, qui dit très poreux dit pouvoir contenir beaucoup d'eau, alors que le gneiss en dessous ne peut contenir de l'eau que dans les fractures. Dans les fractures, c'est-à-dire moins d'1% en volume. Ici, on est plutôt à 10-20%. Vous voyez? Et en regardant, alors ça, je ne vais pas vous le montrer, mais en estimant à partir des flux de sodium actuels, si on considère que ces flux-là ont été constants au cours du temps, c'est une hypothèse grossière, on peut estimer que pour former en fait, ces 15 mètres de saprolite plus ces 2 mètres de sol, il a fallu de l'ordre du million d'années. Vous voyez, donc on est sur des échelles de temps qui sont très très longues. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a commencé à caractériser la biomasse forestière, mais beaucoup plus tard, à partir de 2009, parce qu'on s'est aperçu, il nous a fallu quelques années pour nous apercevoir qu'il y avait un centre d'écologie dans l'institut où on travaillait qui faisait des suivis de végétation, mais uniquement de dynamique de végétation, dans un parc naturel qui était à côté, à une quinzaine de kilomètres de Moulay-Olé, dans les mêmes conditions, depuis le milieu des années 80. Et en fait, on discute avec ce prof-là, et tout d'un coup, on s'aperçoit que lui, il ne mesure pas la pluie, il ne mesure pas les éléments chimiques, et que nous, on est dans une forêt, on mesure la pluie, les éléments chimiques, en fait, mais pas la végétation. Et on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Et donc, lui, ce qui l'intéressait, c'était de voir, et c'est là où on pouvait amener quelque chose. Nous, on a une très bonne visualisation du substratum, et donc, on a essayé de voir s'il y avait des changements de dynamique de végétation en fonction de différents types de sols, en fait, ou profondeur d'altération. Et on a en fait créé 4 parcelles d'un hectare. Alors, elles ont été identifiées en 2009, mais malheureusement, faute de bras, on n'en a suivi vraiment que 2, c'est-à-dire une ici qui s'appelle la parcelle A, en fait, qui est du gneiss avec la végétation principale qui est là, qui est composée pour l'essentiel de 3 espèces d'arbres principales, et puis le faciès B ici qui est sur amphibolite. Et donc, je vous ai représenté, par exemple, ici, une cartographie. Donc, vous avez fait des mesures hier de ce qu'on appelle C130. Donc, en anglais, c'est du DBH. Okay, on a fait ça ici sur nos 2 parcelles. Donc, une première fois, on n'a pu le faire qu'en 2016. Et encore par la bande, en fait. Hein, c'est un étudiant normalien qui avait identifié les parcelles en 2009, qui est revenu avec sa copine, et puis une amie thésarde avec son frère. Ils sont allés en forêt. Ils ont pris quelques trackers du parc d'à côté, et puis ils ont fait ça un petit peu à l'arrache. Manque de chance, il y a eu un tigre tué dans le coin, ou alors le tigre avait tué quelqu'un, je ne me souviens plus. Mais il y a un tas d'officiels qui ont débarqué de Delhi et qui ont vu des petits jeunes, y compris des blancs, qui sortaient de la forêt comme ça. Et donc il a fallu envoyer que notre collègue indien envoie une lettre en vitesse au Forest Department pour expliquer qu'on faisait des suivis de végétation. Donc c'est sur ces 2 parcelles d'arbres-là, donc je ne sais pas combien vous avez mesuré de DBH, de C130 ces jours derniers, mais il y a 1700 arbres. Donc ils sont identifiés, cartographiés, de plus de 5 cm de diamètre. Voilà, et c'est un travail énorme. Et on s'est aperçu en faisant cette cartographie, par exemple, que les ronds qui sont jaunes ici, alors il n'y a que le premier rang qui peut voir, il n'y a pas de petits ronds. Et donc les tecs, par exemple, sont tous gros. Alors on a des tecs des fois ci qui font 1 ou 2 cm de diamètre, qui sont hauts comme ça, mais ils se font manger. Il n'y a pas ce qu'on appelle le recrutement parmi les tecs.
et on en arrive, vu la répartition de ces arbres-là, à se demander si en fait la forêt, alors on sait que ça arrive ailleurs, on a des sites, par exemple notamment près du checkpost, où en fait on voit bien que c'était une plantation de teck. Et on se demande si là, ce n'est pas également une ancienne plantation qui avait été abandonnée du temps de la colonisation. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors là, voilà. Donc on a essayé également d'estimer les stocks de biomasse aérienne, mais là on le fait grossièrement là, pour l'instant parce qu'on n'a pas encore de courbe allométrique, il faudrait des hauteurs d'arbres pour ça, sur nos parcelles, pour vraiment l'estimer à l'échelle de la parcelle d'un hectare. Donc on a demandé à un géophysicien indien de nous estimer par satellite. Donc à l'heure actuelle on a une biomasse d'à peu près 230 tonnes par hectare, biomasse aérienne, et en faisant quelques analyses chimiques de bois, on peut trouver que, en gros, l'élément, si on est géochimiste, l'élément principal qui est stocké dans ces 230 tonnes, c'est le calcium, et il y en a à peu près 1 tonne. Vous voyez, le deuxième est le magnésium et le potassium, et puis on a un tout petit peu de phosphore, et même un petit peu de fer également. On a également caractérisé les sols, et en particulier les stocks déchangeables, dont vous a parlé Grégory ce matin. Oui, là encore, on s'aperçoit que l'essentiel en fait, du stock échangeable est dominé par le calcium en bleu ici, le magnésium en rouge, et puis le potassium, vous voyez, il est pratiquement, c'est une épaisseur de trait. Le potassium est très efficacement pompé par les plantes. Et puis le sodium l'est un petit peu. Alors le sodium, ça dépend, vous voyez, il n'est pratiquement pas détectable dans le fer-al-sol. Par contre, dans le vertisol, qui est beaucoup moins drainant, il a tendance à s'accumuler. Les vertisols, comme ils sont riches en smectite, vont retenir l'eau. Et en fait, quand une plante pousse dessus, elle va prendre les nutriments qui l'intéressent, elle va laisser des sels, et ces sels ne sont pas drainés, parce que le contenu en smectite fait que l'eau reste. Et donc, ce sont des sols qui sont vraiment qui peuvent générer de la stalinisation. Et c'est ce qu'on observe aussi en milieu cultivé. Et si on regarde maintenant ces stocks échangeables par rapport aux stocks totaux qu'on peut mesurer dans des profils de sol, on s'aperçoit par exemple que vous voyez des profils très différents. Donc le sodium, là, l'échangeable qu'on voyait dans le fer-al-sol, il était déjà très faible en soi. Et en fait, par contre, on a quand même un gros stock permanent. Alors, ce n'est pas un nutriment, ça, c'est pas grave, mais ça veut dire qu'on a ici encore des plagioclastes sodiques. On a ce qu'on appelle les sols qui sont immatures. Vous voyez? Et c'est vrai aussi pour le potassium. Le potassium, très peu de parties échangeables, et en fait, ce stock ici est en fait dans des micromuscovites, donc des micas qui sont riches en potassium, qui sont quasi inaltérables. Donc le potassium, il est là, mais quasi intouchable. Et par contre, le calcium qui est ici, vous voyez, c'est une forme assez différente. On a du calcium, mais pratiquement plus dans les minéraux primaires. L'essentiel du calcium est sous forme échangeable, et le magnésium, c'est à peu près réparti. Une information intéressante, c'est que quand on compare l'échangeable avec des fluides litières, que j'ai eu l'occasion de mesurer, je vais vous l'expliquer, on a à peu près l'équivalent de 100 ans de fluide litière, même si ce stock est très faible. Ça équivaut à peu près à 100 ans de fluide litière, et puis 2 à 5 000 ans pour le calcium et le magnésium de fluide litière. On a fait également, alors donc là on va passer à complètement autre chose, on va passer au bilan d'eau et au bilan géochimique. Donc on a d'abord voulu faire un bilan d'eau après quelques années de suivi. C'est pas qu'on était pressé, mais on nous demandait de publier. Et donc on a fait, donc je vous rappelle qu'on a un réseau de piézomètres, donc essentiellement un réseau de piézomètres à l'aval du bassin versant en sortie pour voir un petit peu quels sont les sens d'écoulement. Et puis nos piézomètres les plus profonds, donc, qui sont en sommet de versant, ici P5 et P6. Et on a observé en gros trois comportements de piézomètres. Donc les P5, P6 très profonds qui n'ont pas bougé sur la période d'observation. On s'est dit, bon, c'est un système qui est stable au cours du temps, c'est super. Et puis ceux qui sont un petit peu loin du ruisseau, ils ont des belles variations saisonnières. Et puis ceux qui sont vraiment tout au bord du ruisseau, alors là, des fluctuations qui peuvent être journalières. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait une recharge de ces piézomètres-là, en particulier le P1, qui est à quelques mètres du ruisseau, quand le ruisseau coulait, tout simplement. Et donc, vous avez deux types de recharge. Une qu'on appelle une recharge directe, c'est-à-dire qui a lieu sous le ruisseau, en fait, et ça a été montré ensuite par nos géophysiciens, donc qui ont fait de la résistivité électrique en time-lapse, c'est-à-dire ils ont fait un profil de résistivité, ils ont marqué par des jalons
la position de chaque électrode. Ils sont revenus quelques mois plus tard en saison humide. Ils ont refait exactement le même profil. Et la différence des deux profils vous montre un cône d'infiltration. Vous voyez, donc on a pu comme ça caractériser en fait la forme de l'infiltration et donc la quantité d'eau infiltrée. Donc ça, enfin une quantité très relative. Et ça a été fait également avec de la résonance magnétique des protons, dont Nolwenn vous a parlé hier, vous voyez, qui vous donne accès en fait au contenu en eau alors de la résonance magnétique des protons. C'est-à-dire ce n'est pas une valeur absolue, c'est également une valeur relative, mais en gros c'est de l'ordre quand même du pourcent dans les zones profondes ou beaucoup moins. D'accord ? Et la zone la plus concentrée, donc l'échelle n'est pas la même, faites attention, mais le cône d'infiltration, en gros, c'est cette petite partie-là. Donc c'est assez cohérent entre les deux méthodes. Donc on voit bien qu'on a de l'infiltration par le ruisseau, c'est ce qu'on appelle de la recharge indirecte. Et de l'autre côté, on peut faire l'hypothèse qu'on a une recharge directe, c'est-à-dire qui est diffuse sur l'ensemble du bassin versant. Et donc comment quantifier cette eau qu'on ne voit pas passer? Eh bien, on s'est dit, bon, puisque les niveaux de nappe sur les sommets de versants ne bougent pas, on doit être à l'état stationnaire, donc le steady state, et on va faire un bilan de masse en chlore. C'est-à-dire le chlore, il est amené par les pluies. On se dit, voilà, on mesure la pluie, on mesure la composition de la pluie, on sait combien de chlore arrive annuellement sur le bassin versant, on sait combien sort par le ruisseau, et en fait, c'est un simple bilan de masse, hein. Donc on connaît la pluie, la concentration en chlore dans la pluie, la quantité de pluie, la concentration en chlore dans le ruisseau, le flux du ruisseau, on l'a calibré, on connaît la concentration en chlore dans les nappes, mais on ne connaît pas la recharge. Donc vous voyez, on a une seule inconnue qui est cette recharge-là. Et donc on a estimé, en gros, à peu près une quantité de recharge directe, donc distribuée sur l'ensemble du bassin, et une qui était liée au ruisseau. Donc en gros, c'est de l'ordre de 70 à 80 mm par an. Je vous rappelle qu'il pleut environ 1200 mm. Mais c'est un flux important. Donc si on fait important, en fait, par rapport à ce qui peut sortir du bassin. Si on fait un bilan maintenant de l'ensemble d'eau de l'ensemble du bassin, donc on a une pluie, donc sur la période 2004-2006, 1270 mm, une évapotranspiration qu'on a déduite par défaut qui représente 86, plus ou moins 9% en fait, du flux total. Donc c'est-à-dire la forêt consomme, vous voyez, presque 90%, 80-90% de l'eau disponible, et puis il s'en échappe un petit peu par la recharge des nappes et un petit peu par le flux du ruisseau. Voilà. Alors Agnès, vous avez parlé, je reviens un peu en arrière, vous avez parlé des limites de bassin versant. Donc un bassin versant a une limite en surface pour l'hydrologie, mais en hydrogéologie, vous avez des flux de nappe qui peuvent ne pas suivre les contours du bassin versant. Et en fait, donc ça c'est une question de gradient hydraulique. Et en fait, quand on regarde la position, là, ici je vous ai mis en fait les altitudes de niveau de nappe et pas la profondeur de la nappe pour pouvoir comparer. Vous voyez que vous avez par exemple le P5 qui est ici, et bien parfois il est situé 6 mois dans l'année, il est situé sous le niveau de P1, c'est-à-dire à 7-8 mètres en dessous du niveau de P1 ici. C'est-à-dire qu'on peut penser que l'eau, en fait, ne suit pas la topographie 6 mois dans l'année. Ça sera plus vrai ensuite. Mais quand on a pris le bassin versant, on peut penser que la nappe, en fait, ne s'échappait pas par notre transect, mais pouvait partir 6 mois dans l'année sur les côtés. Donc, si on continue, on a également tenté de faire des bilans de flux chimiques. Alors, pour tout vous avouer, la première année où on a fait des bilans, c'était en 2004. Enfin, au moins, on a analysé la composition chimique de l'eau. 2003 était trop sec, il n'y avait pas de flux. 2004, on avait des concentrations qui augmentaient avec le débit, en fait. Et on ne comprenait rien, surtout que 2 mois plus tard, c'était l'inverse. Et en fait, le bassin, en fait, la végétation basse du bassin avait brûlé entièrement. Et on s'est aperçu que c'était les feux de forêt qui généraient des signaux qui étaient tout à fait particuliers. Donc on a essayé de les quantifier. Ce qu'on a regardé, c'est la pluie incidente, bien sûr, la composition de la pluie. On a installé des préleveurs de pluie lessiva, mais très peu et pas longtemps parce que les animaux les détruisent. J'ai installé, ça c'était plus facile, des préleveurs de ruissellement à la surface des sols, parce que les bidons sont enterrés, donc ils sont inaccessibles. Et j'ai également prélevé quelques solutions de sol discrètement quand le sol était saturé en eau, parce que la plupart du temps dans l'année, il ne l'est pas. Et donc, on a fait un bilan en 2 étapes. Une première, en fait, entre le sommet de la canopée, en gros, et la surface du sol, et une deuxième dans le sol. Donc, pour ce qui concerne
le bilan dans la canopée. Donc les pluvieux lessivas, ce qui est intéressant, donc, les pluvieux lessivas, c'est une pluie qui a interagi avec la canopée, mais qui va lessiver aussi bien des dépôts secs extérieurs que des exudats qui sont émis par les plantes. Et ça se voit un petit peu ici. Donc on ne sait pas exactement ce qui provient de l'extérieur et ce qui est exudé. Mais vous voyez, on a mis une trentaine de pluvio lessivas donc sous des espèces bien identifiées. Et on voit par exemple des relations assez fortes, enfin très belles, avec le potassium. Le potassium est connu pour être exudé, donc c'était un bon traceur. Et on voit qu'on a des bonnes relations avec le magnésium, avec le calcium. Et vous voyez, ça peut dépendre aussi des espèces d'arbres. Il y a une certaine variabilité. Par contre, pour le sodium, pas de variation dans nos pluvieux lessivas. Vous voyez, le sodium, il est amené par la pluie, mais il n'est pas recyclé par la végétation. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous fait un traceur en fait, des enrichissements ou des appauvrissements en éléments chimiques au-dessus du sol. Et si on regarde maintenant ce qui se passe à la surface du sol, bon, là, c'est normé par rapport au sodium, c'est la même chose, on n'a pas observé d'enrichissement en sodium. Par contre, on voit qu'au cours de la saison, eh ben, on a un enrichissement en silice, en carbone organique dissous, en potassium, en calcium, en alcalinité. Ça, c'est la litière qui se dégrade, en fait, et dont les éléments vont être progressivement enrichis en cours d'année au fur et à mesure que la dégradation bactérienne et puis que la microfaune du sol fait son travail, en fait. Donc, ça nous a permis, donc, on caractérise les pluvieux lessivas, ce qui se passe au sol, et on en a déduit un petit peu des facteurs d'enrichissement pour voir un petit peu quels étaient les éléments qui étaient enrichis au cours de ce passage à la surface, enfin du moins au-dessus de la surface du sol. Et vous voyez par exemple donc, des comportements très très différents. Par exemple, la silice, on pourrait dire la silice c'est les silicates, mais non. La silice, elle provient énormément de la litière, en fait, de la dégradation de la litière et à peine des pluvieux lessivas. Le chlore ne bouge pas trop, le fluor provient aussi de la dégradation de la litière, le potassium, lui, est issu pratiquement uniquement des pluvieux lessivas. Et par contre, il y a deux éléments qui disparaissent entre le pluvieux lessiva et le ruissellement, enfin entre la pluie et le pluvieux lessiva, c'est les nitrates et les sulfates. Pourquoi? Parce que la canopée est connue pour absorber ces deux espèces chimiques en fait, lorsque la pluie passe à travers. Donc maintenant pour la partie sol, donc là on a utilisé assez grossièrement en fait les flux qui étaient donnés par un modèle hydrologique en boîte qui avait calculé à partir du bilan que je vous ai montré tout à l'heure, le bilan hydrologique, une quantité de ruissellement et puis une quantité de sol drainant les sols. Voilà. Et en mesurant les flux de ruissellement à la surface, en connaissant les compositions des solutions de sol, on a regardé ce qui apparaissait et ce qui disparaissait dans les sols. Par exemple, il y a très peu de sodium donc, à la surface du sol, qui est complètement atmosphérique. Une fois le sol passé, sa composition a quintuplé par altération des plagioclastes sodiques. La silice en surface est énorme, et puis elle en perd les 2 tiers. Alors ça, vous allez voir, c'est plus compliqué que ce que ça en a l'air. Et enfin, le sodium, lui, tombe massivement à la surface du sol, mais il ne reste pratiquement rien en dessous. Pourquoi? Parce qu'il est efficacement repompé par la végétation qui s'en sert pour en fait, faire circuler ces fluides et les échanges entre cellules dans les arbres. Donc on s'aperçoit en fait en faisant ce bilan que si on regarde en fait un bilan de production nette, on n'a que le sodium qui est produit de façon nette. Et en fait, si on produit du sodium, on fait de l'altération des plagioclases. Mais si on fait de l'altération des plagioclases, eh ben, en fait, normalement, on libère de la silice dissoute. Vous voyez, qui est ici. C'est-à-dire pour un sodium, on devrait libérer 2 silices dissoutes. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. C'est-à-dire que cette silice dissoute qui est libérée par l'altération des plagioclases, en fait, on la détecte grâce au sodium, mais elle est pompée par la végétation et on ne la voit pas dans l'eau qui sort du sol. Donc c'est ce que j'appelle un bilan dissous amélioré. Et puis, j'ai cherché les ennuis, j'ai fait un peu de géochimie isotopique et j'ai commencé à mesurer la composition isotopique du silicium dans tous les compartiments. Donc la litière, les solutions de sol, les argiles, les minéraux, y compris les phytolithes, c'est-à-dire c'est de la silice, en fait de l'opale, de la silice d'origine biogénique dans les sols. Et je n'ai pas pu boucler mon bilan isotopique. C'est-à-dire que la composition isotopique des solutions de sol ne permet pas d'expliquer la composition isotopique de la litière. La seule façon d'expliquer la composition isotopique de la litière ici, c'est que j'ai encore la moitié d'une silice que je ne vois pas, qui est stockée dans la biomasse, dans les troncs. Vous voyez, donc j'ai dû doubler en fait mon flux de silice pour pouvoir expliquer
la composition isotopique de ma litière. Donc c'est un outil puissant, mais c'est extrêmement compliqué à interpréter parce qu'en fait, voilà, on étudie des variations isotopiques, comme Grégory vous l'a montré tout à l'heure avec le calcium ou le magnésium, qui sont très petites. Je me suis intéressé ensuite à l'origine des flux exportés par le ruisseau. Donc pour ça, on a fait une ACP. Alors on a placé, avec des limites que je vais vous expliquer, mais que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on a des pôles, on a des chimies de ruisseau, mais on ne connaît jamais aussi bien la variabilité chimique des pôles que celle du ruisseau. Celle du ruisseau, c'est facile, on a un préleveur automatique. La composition chimique de nos pôles, elle est ici, les solutions de sol, par exemple, c'est une solution qui est très temporaire, on ne peut pas la mesurer tout le temps. Les pluies, on a une bonne information, mais c'est très variable au cours du temps. Les pluies ESIVA, pareil. Et puis, bon, là en plus, dans le cas pour certaines crues, donc les premières crues de 2004, S1, S2 qui sont ici, on voit bien qu'on a une contribution de lessivage de cendres. Voilà, donc une première ACP, et ensuite cette ACP-là, eh ben, on en a déduit des flux d'eau qui provenaient de chaque compartiment. Alors, et comment on valide l'ACP? Ben, on a en fait un mélange de ces flux d'eau entre la pluie, donc l'overland flow, donc le ruissellement, des solutions de sol, des pluies ESIVA. Alors 4 pôles, c'est vraiment limite. Là, je vous montre 3 exemples qui marchent, mais j'en ai à peu près autant qui ne marchent pas. Vous voyez, le chlore, par exemple, était impossible à matcher. Vous voyez, donc, on n'explique pas tout avec ce système-là. Mais quand même, bon, on a des belles variations pour un certain nombre d'éléments. Ce qui était intéressant, c'est que ici, vous voyez, vous avez des contributions de flux d'eau et auxquelles, en fait, on peut associer des contributions de flux chimiques. Et c'est le cas, par exemple, ici pour la silice. Vous voyez, la silice, avec la quantité connaissant les concentrations dans chaque compartiment et les flux d'eau, eh ben, on voit par exemple ici que la silice, c'est essentiellement la litière ou les cendres qui contribuent à la chimie du ruisseau. Vous voyez, et ça, c'est contre-intuitif. On est quand même sur un bassin silicaté, on ne s'attend pas à ce que la silice est transitée par la végétation. Le sodium, bon, ben, c'est exactement l'inverse. Le sodium provient des solutions de sol et de l'altération des plagioclases. Mais quand on fait le bilan de tous les éléments, eh bien, on s'aperçoit que l'essentiel des éléments chimiques qui passent par ce ruisseau, qui n'a pas de flux de base, encore une fois, donc c'est que des crues éclairs, eh bien, ne reçoit que des flux de surface, et donc que des éléments chimiques qui ont transité par la végétation. Et donc, si on fait, si on étudie les variations en fait, saisonnières, donc cette fois-ci plus d'ACP, mais on regarde juste des éléments normalisés au sodium, ici par exemple le potassium et la silice, eh bien, on aperçoit différents types de comportements. Par exemple, le potassium est fortement émis en début de saison. Pourquoi? Parce que les arbres font leurs feuilles, et donc il y a beaucoup de flux de potassium pour équilibrer les charges et permettre en fait cette création de matière. Et puis par contre, au cours du temps, pour des éléments comme le calcium, le magnésium, le silicium, eh bien, la concentration relative augmente au cours du temps, et ça, c'est la dégradation de la litière. Donc quand vous regardez le ruisseau avec ces crues éclairs, donc à haute résolution, parce que là, vous avez les premières crues de 2004, on les prélevait avec un patent de 20 minutes, et maintenant, on fait plutôt 1 heure et demie, ou des fois un jour quand c'est du débit de base. Eh bien, on arrive à suivre en fait l'évolution saisonnière du ruisseau. Donc, quand on fait un petit bilan, maintenant, cette fois-ci à l'échelle du bassin versant, quand on regarde ce qui arrive sur le bassin, ce pour quoi on était payé au départ, quand même, et puis ce qui sort du ruisseau et ce qui sort dans les nappes, on a encore une fois des comportements très différents. Pour le sodium, pratiquement pas de recyclage dans la végétation, c'est ce rond vert là. Un petit peu par le ruisseau, mais ça n'est que du sodium atmosphérique. Et par contre, beaucoup dans les nappes. Je ne vous ai pas parlé des flux de nappe, mais en fait, comme on a un flux caché, on a des concentrations, on a également calculé un flux chimique. Et on voit que si on a de l'altération chimique, ben, on ne la voit concrètement pas, elle sort directement par les nappes et elle est assez importante. Donc j'ai mis un supérieur parce qu'elle est fortement dépendante du flux de nappe qui va, on va le voir, varie au cours du temps. Le flux de silice, donc, qui est compliqué, donc vous voyez, c'est 2200 moles, plus les 2200 moles qui sont stockés probablement dans les troncs. Et puis, donc c'est un gros recyclage, pratiquement rien qui arrive des apports atmosphériques, et par contre, eh ben, lié à l'altération des plagioclases, une silice en fait, qui sort également par les nappes. Et le sodium, ben, c'est plus le calcium, c'est plus équilibré, un fort recyclage également, mais un petit peu qui sort par les flux de litière et un peu moins par l'altération. Alors ça, c'était les premières années du suivi.
Et en fait, je vous reprends le même graphe que tout à l'heure sur l'évolution de nos piézomètres, donc avec les trois populations, donc le P1 qui est proche de l'exutoire, qui varie. Et puis là, vous voyez, on a commencé à se dire, mais c'est bizarre, on ne revient jamais en fait aux altitudes auxquelles on a commencé à étudier le bassin versant. Alors, ce bassin versant, quand on a commencé à étudier en 2003, eh bien, en fait, en Inde, il y avait eu une sécheresse exceptionnelle, c'est-à-dire 3 années consécutives de mousson déficiente. Et donc, ben, la forêt était rincée, c'est le cas de le dire. Il n'y avait plus d'eau et donc les niveaux de nappe étaient très bas. Et en fait, à partir de 2004, il y a eu de nouveau une pluie normale. 2005 était même une très bonne année avec un pic à 1500 mm. Et donc là, on voit en fait le système qui se recharge au cours du temps. Vous voyez, donc en fait, on a suivi au cours de ces 20 dernières années une accumulation en fait, d'eau dans le bassin versant, une évolution du stock. Donc on ne revient jamais. Et là, vous voyez, alors là, ça s'arrête en 2020. Mais en fait, donc, vous voyez, si on prend par exemple le piézomètre le plus profond, le P5, qui a une variation très douce, comme ça, vous voyez, il a pris environ 10 mètres en 15 ans, mais en septembre dernier, il a pris 7 mètres. Et donc, on assiste, en fait, et pour la première fois, le ruisseau a commencé à couler très, très fortement, enfin, du moins, avec un débit de base qui était très concentré. Donc, on observe, en fait, au cours du temps, un changement du stock d'eau dans le bassin, et on va voir ça a des conséquences. Donc, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi on a en fait un piézomètre profond comme ça, P5 ici. Donc, en fait, quand il est là, il est à presque 40 mètres de profondeur. Hein, l'eau est à presque 40 mètres. Pourquoi est-ce que ici, alors qu'on a une bonne pluie, le système ne réagit pas? Donc, je vous rappelle, au début, on a fait un article avec les 3 premières années. C'était super. Le niveau ne bougeait pas. Et puis, le temps de publier, il s'est mis à augmenter. Donc, on a dû refaire un papier derrière pour expliquer ça et puis complètement revoir notre système. Donc là, l'hypothèse d'état stationnaire, en fait, elle ne tient absolument plus ici. Vous voyez, vous avez un système qui réagit. Et donc, comment prendre en compte notamment le fait qu'on ait des années régulières, ici, avec une bonne pluie et une recharge qui est à la fois limitée et décalée dans le temps. Alors pour ça, bon, quand on fait un modèle hydrologique 1D, on considère en général que le prélèvement par les racines, il a lieu dans ce que j'appelle le sol superficiel. D'accord, c'est la couche superficielle de sol. En agro, c'est 30 cm, disons les 2 premiers mètres de sol. Voilà, donc, et qu'ensuite, tout ce qui pourrait passer à travers la saprolite est conservatif et puis assez rapide. Et en fait, l'idée de Laurent Ruiz, c'était de se dire, en fait, probablement qu'on a un prélèvement racinaire profond dans la zone de saprolite. Et que ce qui s'est passé, c'est que quand on a pris le bassin en 2003, ce compartiment profond était probablement vide et qu'en fait, ce à quoi on assistait, c'est un remplissage progressif de ce dernier. Donc il a fait en fait un système avec un modèle où plutôt que d'avoir ici juste de l'évapotranspiration, il a créé un système avec une évapotranspiration donc superficielle, il a créé un prélèvement racinaire plus profond et il a calibré le modèle. Donc, alors là, je vais tout mettre, voilà. Donc, avec la pluie d'un côté, et puis l'évolution des niveaux de nappe de l'autre. Voilà. Et il en a déduit, en fait, une recharge potentielle à la sortie des 2 mètres de sol, et puis une recharge effective qu'on peut mesurer avec la variation des niveaux de nappe. Et la différence entre les deux, c'est le prélèvement racinaire profond. Et donc, il a calibré son modèle. Donc, vous voyez ici, par exemple, ce que je vous disais, les bonnes pluies, donc ces barres bleues là, bonne pluie en 2004, mais en fait, le temps de réaction du système au début des années 2000, c'était presque 4 ans. Le niveau de nappe profond a commencé à augmenter, en fait, presque 4 ans après une bonne recharge. Et par contre, après, une fois que le système a commencé à augmenter, là, on a ici une très belle année, et vous voyez, le système n'a mis que 6 mois à réagir. Donc, en fait, cette éponge-là, ce saprolite, il est de plus en plus réactif. C'est-à-dire, il se charge petit à petit. En fait, la charge hydraulique de la pluie qui arrive en suivant pousse l'eau en dessous de plus en plus efficacement, en fait. Voilà. Et c'est intéressant parce que ce modèle-là nous a permis de déduire un certain nombre de choses, en particulier sur le temps de résidence de l'eau et puis sur les stocks d'eau potentiels. Oui ? Quand tu dis que vous avez considéré des systèmes racinaires profonds, c'est profond à combien ? Alors, là, en l'occurrence, on ne le sait pas encore. On va voir ça après.
Pour rappel, l'épaisseur de saprolite, enfin de zone altérée moyenne, c'est 17 mètres sur le bassin. Dans les faits, ça varie entre 0 et 30 mètres. Et nos espèces, on pense qu'elles ne vont pas jusqu'à la nappe, elles ne vont pas chercher de l'eau jusqu'à la zone saturée. Il y a beaucoup d'espèces d'arbres en fait qui ne peuvent pas avoir des racines immergées où elles meurent. Donc c'est quelque part entre les deux à ce stade. Voilà, donc ce qu'on a étudié, c'est d'abord le stock d'eau dans le saprolite. Et on s'est aperçu que il dépendait en fait, il évoluait fortement au cours du temps. Donc vous voyez, vous avez ici vraiment un stock qui semble se reconstituer au cours du temps. Mais il ne se reconstitue pas avec la même intensité selon qu'on soit en sommet de versant ou en bas de versant. Quand on est au sommet de versant, il y a une grosse distance jusqu'à la nappe, et en fait, et un saprolite relativement épais. On stocke l'équivalent, enfin jusqu'à en fait une année de pluie. Et par contre, en bas de versant, bon, c'est un petit peu moins, c'est presque la moitié moins. On s'est aussi aperçu que si on regarde en fait ces variations de flux de nappe, enfin de niveau de nappe, ça correspond à un flux exporté qui peut également varier. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les nappes de bas de versant sont plus réactives en fait que celles de haut de versant. Voilà. Et ça nous a obligés en fait à revoir les flux de nappe exportés au cours du temps. C'est pour ça que quand je vous ai présenté un bilan géochimique avec des flux de nappe et un supérieur, c'est parce que les bilans avec lesquels on les a faits, c'était en fait une estimation basse qui avait lieu en 2003, c'est-à-dire ici quand on a fait notre premier bilan d'eau. Mais si on la refaisait en 2011, on pouvait à peu près doubler nos flux. Également intéressant de ce modèle, c'est qu'il nous a permis de calculer des temps de résidence de l'eau dans les compartiments. D'abord dans la couche de sol, ici, vous voyez, c'est en gros de 2 à 5 ans. Pourquoi? Il pleut annuellement, mais en fait, le fait que l'essentiel de l'eau soit pompée par les racines fait que l'eau met du temps à transiter à travers le sol. Et que certaines années, en fait, quand les pluies sont un peu faibles, il y a peu d'eau finalement qui circule, et donc l'eau reste en fait jusqu'à l'année suivante. Et puis dans les aquifères, dans la partie, quand on a très peu de saprolite, l'eau se transmet rapidement. Donc c'est le cas ici, des fois moins d'une année. Par contre, quand on est au sommet de versant, le temps de transit de l'eau entre la surface et le P5 dont je vous ai parlé, qui est au sommet de versant, c'est entre 10 et 20 ans. Et une fois que l'eau a atteint la nappe, c'est encore de l'ordre d'une quinzaine d'années. Et on a validé ça récemment en fait, en faisant des mesures de tritium, où on a trouvé que dans le P5, on a environ 25 ans de temps de résidence. Et beaucoup plus court dans le P1, c'est de l'ordre de l'année, par exemple. Vous voyez, donc ces âges-là, ils ont une signification physique qui est validée par le chronomètre tritium. Alors ensuite, on a essayé de regarder un petit peu. Donc là, on part toujours de flux cachés, de choses qu'on ne voit pas. Et c'est un peu la magie de ce bassin-là. On a également calculé des flux de sodium au cours du temps, puisqu'on connaît les compositions chimiques des nappes, des solutions de sol. Et là, c'est pareil, en fait, on estime, en fait, parce que cette composition, la concentration est stable au cours du temps. Par contre, comme le flux varie, on peut facilement calculer les flux de sodium qui sont exportés au cours du temps et qui eux-mêmes varient beaucoup. Donc, ce que je vous ai montré tout début, les flux de sodium sont ici, mais en fait, on refait le même calcul en 2011, on peut doubler les chiffres. Et on peut également donc déconvoluer en utilisant tout simplement la composition et en normalisant par rapport au sodium, en fait, l'origine du sodium dans la nappe, en fait, qui peut provenir soit du saprolite, soit du sol, soit de l'atmosphère. Une autre conséquence de ce modèle, et qui était intéressante, c'est qu'on commence à se dire, voilà, on a un prélèvement racinaire profond, mais en quoi c'est lié à la forêt? Donc je vous rappelle, on a une forêt avec au moins trois espèces d'arbres dominantes qui représentent 60 à 70% de l'ensemble des troncs. Donc ce n'est pas une forêt tropicale humide où vous avez des milliers d'espèces sur un hectare. Là, c'est en gros 14-15 espèces dominantes. Voilà, et 3 particulièrement. Voilà. Et donc là, on a commencé à faire des suivis de végétation et en particulier à faire un petit peu d'androcologie, mais ça n'est possible que sur des tecs, parce que les autres espèces ne montrent pas de cernes annuelles. Et puis, on a discuté avec notre collègue écologue qui fait des suivis depuis 30 ans. Donc depuis 30 ans, il mesure les C130, donc c'est DBH là, donc tous les 4 ans.
et on a en fait des variations selon la taille des arbres de croissance de différentes espèces d'arbres. Donc là, vous avez une forêt diversifiée. Ici, vous avez 14 espèces d'arbres représentées et des taux de croissance qui varient au cours du temps. Et on se dit, mais comment que ça se fait que en fait, les taux de croissance ne sont pas les mêmes selon les espèces, selon les tailles d'arbres? Et donc est venue en fait l'idée que potentiellement, ces arbres-là ne prélevaient peut-être pas l'eau tous à la même profondeur. Et pour montrer ça, donc il a utilisé son modèle. Donc je vous rappelle qu'au départ, il avait un modèle où il considérait une boîte saprolite. Il a scindé cette boîte saprolite en deux. Il a fait un saprolite supérieur et un saprolite inférieur, et il a refait tourner son modèle. Donc l'entrée, c'est la pluie, et ensuite la sortie, c'est la nappe, et entre les deux, il peut générer une simulation du contenu en eau dans le sol, dans le saprolite supérieur, dans le saprolite inférieur. Et on s'aperçoit que la dynamique dans le sol, dans le saprolite, n'est pas la même. Vous voyez, vous avez des moments, en fait, au début des années 2000, lorsqu'il y a eu cette sécheresse exceptionnelle, le réservoir saprolite, en particulier l'inférieur, s'est complètement vidé. Donc, ce qui est cohérent avec ce qu'on disait. Okay. Par contre, pas dans le saprolite supérieur. Donc, en fait, il a fait un modèle basé sur la croissance des arbres, voilà, de ces populations d'arbres. Donc, notre collègue écologue, il ne regarde pas 1 hectare comme nous. Là, c'est 50 hectares. Et donc, l'étude qui est faite là, c'est sur 7000 arbres. Hein. Voilà, parce qu'il y a eu un peu de tri dans les données. Donc, il a fait... Oui. Ces courbes-là, c'est de la simulation, c'est ça? Alors, c'est pas des mesures. La pluie est mesurée, les variations de niveau de nappe sont mesurées, du moins ici, okay. Et par contre, ça c'est simulé, ça c'est simulé, ça c'est simulé. D'accord? Les trois ici sont simulés. Voilà, on sait ce qui rentre et on connaît la réactivité des nappes. Et après, on a juste scindé en fait ce compartiment-là en trois. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'a fait Laurent, c'est qu'il a, en dehors de son modèle Comfort qui produit ces données-là, il a fait, en fait, basé sur la croissance végétale, il a des arbres, il a fait, en fait, un modèle de stress hydrique. Donc, en gros, quand un arbre ne reçoit pas, ne remplit pas ses besoins en eau, il va moins croître. Et donc, certaines années, vous avez des croissances, l'arbre a de l'eau, certaines années, il n'en a pas assez, les cernes vont être plus petites. Donc la croissance, le DBH, ne va pas grossir autant. D'accord? Donc en fait, il a ensuite inversé les taux de croissance des arbres et représenté ça en fonction, en fait, et corrélé ça à la disponibilité en eau selon les profondeurs. Et ce qu'il a observé, c'est que les espèces principales d'arbres, donc Tectona, Lagerstroemia, Noguesus, Terminalia, les 4 espèces principales, vous voyez, la taille des ronds est proportionnelle en fait, à l'abondance des arbres, des troncs. On voit que les 4 espèces principales, en fait, ont des enracinements, des profondeurs d'enracinement qui sont différentes, en fait. Vous avez un système de niche verticale dans cette forêt qui peut expliquer la diversité forestière. Donc les arbres se partagent l'eau, mais verticalement. Ça veut dire que le teck, par exemple, ici, donc il y a une profondeur d'enracinement de 5 mètres, il est opportuniste, il va se contenter en fait, d'une première pluie. Mais alors ça, c'est un premier résultat. Et un autre résultat, donc, qui est issu des observations de nos collègues, donc sur leur parcelle de 50 hectares, ils mesurent la croissance, mais ils mesurent également la mortalité. Et quand on regarde en fait les arbres, donc la mortalité des arbres, ici, sur cet axe-là, qui est significatif pour certaines espèces, et la profondeur d'extraction racinaire, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de relation ici, vous voyez, et que les arbres qui ont un enracinement profond, en fait, ont une mortalité après 2004. Or, on pourrait se dire, un arbre qui a un enracinement profond, il peut tenir une sécheresse. Oui, il va en tenir une courte, mais en fait, si tout le réservoir, toute l'épaisseur de réservoir se vide, et qu'il faut plusieurs années pour la recharger, l'arbre est en stress et une partie de la population peut mourir. Et c'est ce que dit ce diagramme-là. Oui. Donc ça a été reconnu par Journal of Ecology comme un nouveau mécanisme pour expliquer en fait, une évolution de la diversité forestière. C'est-à-dire si vous avez des sécheresses pluriannuelles, vous allez modifier en fait, l'abondance de certaines espèces d'arbres et donc changer la biodiversité forestière. Alors quand on revient un petit peu à la croissance, donc encore une fois on a fait de la dendrose sur les tecs, on s'aperçoit que
quand vous avez ici un indice de stress, bon, il est en fait très bien corrélé à la croissance de l'arbre. Donc ici, l'indice de stress, il est calculé par modélisation. Hein. Donc on sait qu'il y a des années où c'était stressé et d'autres pas. Et on regarde la croissance ici, la taille des cernes. Et on s'aperçoit que c'est normal. En fait, quand un arbre est stressé, quand il manque d'eau, eh ben, la croissance est affectée jusqu'à un palier. Et en fait, quand il n'y a plus de stress, vous avez encore une variabilité d'un facteur 2. Et là, on s'est dit, il y a peut-être d'autres facteurs que l'eau qui peuvent contrôler en fait la croissance d'un tech. Et c'est ce à quoi on s'attelle à l'heure actuelle. Et pour ça, on cherche donc, on s'est dit, l'hypothèse, c'est de se dire que peut-être qu'il y a des nutriments qui jouent. Oui. Jean, ton échelle de stress, c'est quand elle est à 1, le stress est faible. Il n'y a pas de stress. Voilà. Quand tu es à 1, oui. Quand tu es à 1 ici, il n'y a pas de stress. Par contre, quand tu es à 0, là, d'ailleurs, tu vois, il n'y a pas de croissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est stress maximum, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vous dis. Voilà, vous avez une relation linéaire entre la croissance et l'indice de stress hydrique. Par contre, ça n'explique pas la moitié de la variabilité qu'on a ici quand on n'a pas de stress. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir si on n'aurait pas en plus la disponibilité en nutriments qui pourrait éventuellement jouer dans le système. Voilà. Et pour ça, on a soumis un projet de recherche qui s'appelle NutriLift. Et dont l'objectif, c'est d'aller justement voir dans quelle mesure l'enracinement profond apporte des nutriments à un arbre et ensuite comment c'est redistribué à l'écosystème. Donc ça dépasse un petit peu le cadre de Moule au lait. On a prévu d'étudier 3 sites, une parcelle irriguée et une en agroforesterie qui sont sur le site cultivé et qu'on a réussi à creuser et à instrumenter en 2022. Je vais vous en parler. Et on va essayer d'en faire une dans la forêt de Moule au lait. Je vous rappelle, c'est un sanctuaire, donc on galère pour avoir l'autorisation. Mais bon, ça, c'est des problèmes qui dépassent même largement la science. Hein. Vous voyez, donc l'idée du projet, c'est de se dire, certains arbres, c'est de regarder vraiment un grand nombre de cycles biogéochimiques, en fait, mais en rentrant vraiment dans le détail, donc des processus. C'est-à-dire regarder la respiration, l'altération, la séquestration de carbone, donc on va regarder éventuellement tout le carbone. On fait des bilans d'éléments, de nutriments sur une grande profondeur. Donc l'élément de base du projet, c'est une fosse en fait qui est instrumentée, qui fait 10 mètres de profondeur, et je vais vous montrer. Voilà, qui va nous permettre de faire tout un tas de mesures et d'observations. Et puis on va également suivre en fait la dynamique de la biomasse pour regarder un petit peu qu'est-ce qui est stocké, qu'est-ce qui est recyclé annuellement, sachant que les éléments chimiques, comme je vous l'ai expliqué auparavant, n'ont pas tous le même comportement. Voilà, donc on a fait une fosse. Une fosse, c'est 50 tonnes de tonnes excavées, et puis 2 tonnes de ciment. Et puis 30 personnes qui sont passées par là. Mon échelle ici fait 9 mètres. Là, c'est un casque. Il y a 3 personnes au fond. Voilà, c'était un peu juste parce qu'on avait fait une petite margelle, donc il manquait 1,50 m pour rejoindre l'échelle, mais j'ai acheté une corde. Et voilà, donc personne n'est tombé. Et après, rassurez-vous, on a fait les choses bien. Donc on a mis des plateformes. Donc il y a cette fosse de 10 mètres à 3 plateformes. Donc devant chaque plateforme, vous voyez, on a 2 fenêtres et au fond, il y en a 3. Et en fait, donc par niveau, on a 4 fenêtres en fait. Donc vous en voyez 2 instrumentés ici. Il y en a 2 autres ici qui sont fermées. Si un jour quelqu'un vient avec une idée, eh ben, on ouvre une fenêtre et la personne peut tester son idée. Vous voyez. Donc j'espère qu'on va les garder aussi longtemps que possible. Normalement, c'est solide, hein, c'est du béton armé. Croyez-moi, j'y ai veillé. Alors, avec quoi on a instrumenté ces fosses? On a mis, alors une idée que j'avais dans le projet, c'était de mesurer les P de CO2. Pourquoi? Parce que, Grégory vous l'a dit tout à l'heure, la P de CO2, elle est surtout émise par les racines. Alors pas que, hein, il y a aussi la respiration bactérienne, microbienne, mais moi je me disais que comment savoir en fait quand on creuse un sol, vous voyez, c'est très localisé, on a une fosse, elle fait 1,50 m de diamètre, on ne sait pas s'il y a une racine à 30 cm à l'intérieur, on ne sait pas si elle est là ou si elle est visible ou pas. Vous voyez, vous êtes sur un lieu qui est finalement très limité dans l'espace. Et je me suis dit que la pression partielle de CO2 est un bon indicateur pour un niveau donné en fait, d'une respiration racinaire. Même si on ne voit pas la racine, je pense qu'on peut détecter de la respiration racinaire si on suit les P de CO2 au cours du temps. Donc on a mis des profils de P de CO2 vous voyez, à chaque fenêtre, comme ça, jusqu'à assez profond.
bien sûr, température, humidité des sols, c'est pour faire un bilan d'eau. Et puis, on a essayé de récupérer des solutions de sol. Alors là, ça marche plus ou moins bien. Les petites plaques lysimétriques qu'on a installées, mais qui sont toutes petites, n'ont rien donné. Par contre, quand on utilise des rhizons, donc c'est des bougies poreuses, mais qui sont, qui sont connectées ici à une seringue, donc avec un vide très bon, une bonne succion, on arrive à tirer, dans la plupart des cas, des solutions de sol, sur des petits volumes, mais ça marche à peu près. Alors, la fosse en agroforesterie est beaucoup plus sèche, du moins le sol autour de la fosse est beaucoup plus sec qu'en agriculture irriguée. Donc, c'est plus difficile de tirer des solutions en agroforesterie. Voilà. Et donc, ça ressemble, le dispositif, il ressemble à ça. Donc, vous avez maintenant une fosse avec une grille, même un toit. Ici, là, je l'ai enlevé. Et puis, ces fenêtres-là, une échelle permanente, bien sûr. On a fait, ça, c'est des premiers travaux, mais c'est pas, on en a bien d'autres. Donc, description des sols. Ici, les stocks de nutriments. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour les sols de 2-3 mètres à moule au lait, cette fois-ci, on a fait sur 10 mètres d'épaisseur. Donc vous avez en blanc le total, ce qui est minéral, et en jaune ici, par exemple pour le calcium, la CEC. Vous voyez, on a des mesures de PCO2 qui sont assez étranges. Vous voyez, vous avez ici donc une sorte de bosse là. Donc ici, probablement, le CO2 ici diffuse vers l'atmosphère, mais une grosse émission ici à 6 mètres de profondeur. Et à 6 mètres, on a aussi placé, je ne vous l'ai pas dit, mais sur une autre rangée de sol, on a enterré des scanners, pour voir un petit peu s'il y avait des racines qui poussaient. Et donc, à 50 cm du sol, vous voyez, le 14 décembre, ici, on a quelques racines de teck qui émergent. Et puis, le fermier qui était là, à côté de ces teck, il avait planté des choux. Et en fait, on a plein de petites racines de choux qui viennent compléter. Puis, les racines de teck ont bien grandi. Et donc, on a tous les 15 jours, en fait, un scan à très haute résolution de ce qui se passe dans le sol, et donc de la dynamique racinaire, c'est-à-dire de la croissance racinaire, mais aussi de leur mort quand soit certaines racines meurent, peuvent être mangées en fait par la macrofaune du sol ou la microfaune. Et donc on va observer tout ça, après c'est scanné automatiquement, et les longueurs racinaires sont déduites par un logiciel en fait. Vous voyez, et donc à 6 mètres, qu'est-ce qui s'est passé avec ce pic de CO2? Donc là on atteint dans l'atmosphère, ici c'est 400 ppm, pas dans cette salle, c'est probablement plus, mais ici on est à 4%, donc 100 fois l'atmosphère. Voyez, et on a une croissance racinaire qui est assez marquée. Alors, on n'en avait pas dans ces niveaux intermédiaires, elle vient juste d'apparaître. C'est-à-dire que le système, voilà, il met peut-être... donc, les scanners, évidemment, c'est aussi localisé. Hein, mais si on laisse le système pendant plusieurs années, ben, on va essayer de suivre ça un petit peu. Alors, les scanners ont été installés plus tard. Hein, les fosses ont été creusées il y a exactement un an, en juin dernier, mais les scanners ont été installés fin 2022. Est-ce que j'ai encore quelque chose? Oui, alors je voulais parler de quelques défis scientifiques et techniques auxquels on fait face, en fait, dont le premier, c'est l'hétérogénéité du milieu, bien sûr. Voilà, donc je vous ai montré le gneiss. Vous voyez que latéralement, il est également très, très différent, mais je m'étais dit, en fait, si on a cette profondeur d'extraction racinaire ici jusqu'à 20 mètres, avec des arbres qui envoient leurs racines jusqu'à 20 mètres, on a du carbone jeune, récent, jusqu'à de grandes profondeurs. En fait, comme la plupart de mes idées, c'était faux. Et donc, vous voyez ici, on a d'abord fait des mesures d'âge de carbone 14, donc très précises, hein, avec un accélérateur, dans des profils de sol, le sol rouge et le vertisol, le ferral-sol et le vertisol que je vous ai montré à moule au lait. En dessous d'un mètre, on a du carbone organique qui a plusieurs milliers d'années et qui peut aller jusqu'à 14 000 ans dans le cas du vertisol, par exemple, à 2 mètres de profondeur. Vous voyez, et 7-8 000 ans dans le cas du vertisol. Et puis quand on regarde les cuttings de piézomètre, donc quand on a creusé nos piézomètres, quand on prend cette poudre-là, le peu de carbone qu'il y a, eh bien, a entre 5 et 20 000 ans. Donc en fait, la façon dont on commence à voir la répartition du carbone dans ce système, eh bien, c'est-à-dire vous avez en fait probablement des racines profondes. Donc là, en l'occurrence, dans la fosse que je vous ai montrée en agroforesterie, bon, ce qui s'est passé, c'est que le spécialiste des racines ne restait qu'une semaine. Mais quand on a donné le coup de pelle, il nous a dit, bon, vous allez prendre toutes les racines dans 1 mètre carré. Alors j'ai dit, bon, en une semaine, si on bosse bien, le teck, 4-5 mètres, hein, vous voyez ici, le teck en forêt, c'est 4-5 mètres. Normalement, je dis, allez, peut-être que quand il partira, on aura fini de trier des racines, parce que, bon, 1 mètre carré, chaque mètre carré pèse 1,7 tonne. Hein, et donc, par mètre d'épaisseur. Et donc, il est parti, en fait, il avait vu le premier tiers de la fosse, et on a trouvé des racines jusqu'à 10 mètres. Donc, on a trié des racines dans 17 tonnes de sol. Et lui, il s'était barré.
Et donc, mais on a un profil racinaire qui est complet, c'est notre chance. Et donc ça nous donne, si vous voulez, un profil de carbone racinaire qui est actuel. Et à côté de ça, eh ben, on a des... Alors est-ce que... Non, là je ne vous les ai pas mis, mais on commence à avoir des H carbone 14 qui commencent à apparaître et qui, eux, par contre, dans le sol, dans la matière organique du sol, n'ont rien à voir en fait avec ce carbone racinaire. Vous voyez, donc pour l'heure, on voit en fait 3 carbones très hétérogènes dans notre sol, des carbonates pédogéniques, donc ça c'est du carbone qui reste pendant très longtemps, qui a en fait entre 10 et 30 000 ans pour les 3 âges qu'on a. On a du carbone organique ici qui a jusqu'à presque 20 000 ans, mais qui est diffus dans le sol. Et puis on a du carbone dans les racines, et là c'est actuel. Et à partir d'une certaine profondeur, ce qu'on a observé aussi, c'est que les racines recyclent les conduits racinaires. Certains conduits racinaires sont piégés dans les carbonates pédogéniques, ces carbonates pédogéniques entre 10 et 30 000 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les conduits racinaires qui sont utilisés en deçà de 5 mètres ont probablement des dizaines de milliers d'années. Voilà. Et je ne sais pas si on a quelque chose. Oui. Et à cette échelle-là, justement, est-ce que le saprolite était aussi... Ah, c'est rien à l'échelle du saprolite. C'est rien. Okay. Parce que tout ça, l'épaisseur, sur une telle épaisseur, on est plus proche d'une million d'années en fait. Voilà, les dépôts qui ont eu lieu ou les transformations de roches en saprolite sur une telle épaisseur, c'est proche du million d'années. Donc en fait, la dynamique du carbone, non, c'est un compartiment très jeune par rapport au reste. Voilà, donc l'autre défi qui s'annonce pour nous, c'est si jamais on a notre fosse en forêt, bah, c'est d'étudier la dynamique des nutriments. Et d'abord, quand on va creuser une fosse, c'est attribuer un morceau de racine à une espèce. Alors ça, je pense que c'est possible parce qu'on a fait des petits tests, on a regardé les espèces principales et on voit que en fait, l'enveloppe des racines est différente selon les espèces, donc ça pourrait à peu près marcher. On ne sait pas trop, par contre, à quelle profondeur on va les trouver. Et on a également, comment dire, une difficulté supplémentaire, c'est qu'on va taper dans le saprolite. Et là, on sait que ça peut être dur. On ne sait pas dans quelle mesure ce saprolite est friable jusqu'à quelle profondeur. La dynamique des nutriments, donc là, il va falloir quantifier. Alors là, c'est pareil, dans la fosse en agroforesterie, c'est un résultat que je ne vais pas vous montrer, mais on a également regardé la composition chimique des racines superficielles, en fait, sur tout le profil. Et en deçà de 4-5 mètres, les racines ont une composition différente des racines superficielles. Donc il y a bien intérêt à regarder, en fait, à étudier ces racines profondes. Elles n'amènent pas les mêmes choses que les racines superficielles. Il y a également des populations bactériennes qui sont différentes. Et donc ça, c'est également quelque chose qu'on essaie de suivre. Donc là, cette fois-ci, c'est la répartition des éléments dans la biomasse. Donc comme vous l'a montré Grégory, donc vous avez un duramen, un bois mort au centre, et de l'aubier autour, donc avec l'écorce ici. Et ce bois vivant, là, eh ben, il stocke des éléments. Et quantifier les éléments dans la biomasse, ça suppose de regarder à la fois le duramen et à la fois le bois vivant. Et c'est ce qu'on fait par des techniques un peu sophistiquées, donc en l'occurrence de l'ablation laser. Et on voit que dans l'aubier, donc le bois vivant qui est ici, par exemple là c'est du teck, donc vous voyez on a des racines, des cernes qui sont très visibles. Et bien dans l'aubier, on voit très bien les cycles annuels. Alors ça dépend, on a du bruit parce qu'il y a du remplissage de pores ici qui font des petits geysers quand le laser passe dessus. Mais on voit qu'on a de plus en plus de potassium au fur et à mesure qu'on se rapproche du tronc, ou plutôt une perte au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de circulation de sève et qu'on va vers le duramen. Par contre, pour le cas du teck, pas de calcium et pas de magnésium, même le bore est même un petit peu appauvri par rapport au reste. Par contre, vous prenez une autre espèce d'arbre qui coexiste et vous avez des profils complètement différents, c'est-à-dire beaucoup de calcium dans l'aubier, plus de bore dans l'aubier que dans le duramen, et je pense potassium pareil. C'est-à-dire que là, par contre, quand on va commencer à regarder les stocks de nutriments dans la biomasse, eh bien, il va vraiment falloir regarder également la diversité forestière. Alors ça, c'est juste un petit exemple aussi d'essai de dendrochronologie sur une espèce où on ne voit pas bien les cernes d'arbres. Donc c'est sur le terminalia que je viens de vous montrer précédent. On a fait ce qu'on appelle des rasters. Vous voyez, c'est 25 lignes de laser sur un endroit où on pense qu'il y a un cerne d'arbre.
Alors comme il est penché, on a tordu l'image dans R comme ça, et on a regardé en accumulant ces 25 lignes si on avait un signal géochimique. Et vous voyez, quand on fait une moyenne du bord, du silicium, du potassium, du calcium par exemple, on n'a rien. Le seul espoir éventuellement, c'est avec du magnésium. Mais grosso modo, l'expérience de trouver un marqueur géochimique, l'espoir que j'avais de trouver un marqueur géochimique de limite de cernes sur des arbres dont les cernes ne sont pas visibles, a un peu échoué. En gros, plus le cerne est visible, plus le signal géochimique est visible, et vice-versa. Voilà. Quelques perspectives. À Moulay-au-Lay, on va bientôt avoir, j'espère, une tour à flux dans le cadre du PEPR carbone. Donc, c'est un gros projet. Également, il y a cette fois-ci des développements de modélisation en 3 dimensions, dont la calibration est en cours. Hein, on est encore loin du compte, et ça c'est avec Sylvain, qui est un jeune chercheur ierdien, et Yves Godéris. Donc Sylvain est plutôt hydrologue et travaille avec le modèle hydrologique ECHO, et Yves avec le modèle d'interaction roche WITCH. Donc les deux sont couplés. Voilà, je vous remercie.